Oui, la guerre à l'est de la RDC, comme vous venez de le dire, dure depuis 30 ans. Les impacts sont nombreux. Je peux en citer peut-être 3 ou 4. Les premiers impacts, c'est sur le plan humain. Sur le plan humain, il y a une destruction de la population de la partie est, avec 10 millions de morts, avec près de 500 000 femmes qui ont été violées, avec près de 3 millions d'enfants qui ne vont plus à l'école. Sur le plan humain, donc, les impacts sont dramatiques. Et ça fait que plus de 700 ou 7 millions de populations sont en errance. C'est-à-dire, elles ont quitté chez elles dans les Massissi, dans les Rutshuru, dans les Nyiragongo, à Goma, dans les Lubero, à Beni. Et donc, ces millions de morts empêchent effectivement la RDC de se relancer. Ça, sur le plan humain. Sur le plan économique, presque toute l'architecture économique de la partie Est a été détruite. Vous savez que depuis longtemps, l'Est de la RDC a toujours été le grenier agricole de la RDC. Tous les haricots qu'on mangeait à Kinshasa, la pomme de terre, les oignons, ça provenait de la partie Est. Maintenant, on commence à importer les haricots du Cameroun, etc. Donc, c'est la destruction totale du tissu économique de la RDC, avec les premiers parcs créés en 1925 en Afrique, le parc de Virunga, qui est totalement détruit, évidemment au profit des pays voisins, parce que lorsque les animaux font face à la guerre, ils migrent vers les pays où il y a la paix. Et aujourd'hui, le Rwanda se positionne comme l'un des pays touristiques en Afrique centrale, par le simple fait que nos gorilles des montagnes ont migré vers ces pays. Et donc, la guerre qui est menée à l'Est l'est à dessein pour détruire l'écosystème touristique que nous avons dans la partie. Sur le plan social, eh bien, la guerre a créé des divisions entre les populations. Il suffit d'appartenir à un mouvement rebelle pour être stigmatisé effectivement par la population. Donc il y a des divisions qu'on observe au sein des communautés à la suite de la guerre. Donc sur les impacts que vous vouliez que je puisse évoquer, ils sont nombreux et les pays voisins nous ont considérés dès lors comme leur marché. Maintenant qu'on ne sait plus produire, maintenant qu'on ne sait plus commercer, eh bien, tous ces pays voisins déversent leurs produits manufacturés dans la partie Est parce qu'ils savent que nous sommes incapables nous-mêmes de nous prendre en charge. Et donc, je considère que cette guerre a créé beaucoup de dégâts, non seulement à l'Est, mais sur l'ensemble du territoire national, parce que l'économie se tient. Il n'y a pas une économie qui est de l'Est et une économie qui est de l'Ouest. L'économie de la RDC se tient. Lorsqu'une partie du corps est affectée, c'est l'ensemble du corps humain qui est affecté. Voilà en termes d'impact. Maintenant, les solutions. Vous dites, mais qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je suis partisan d'une thèse, selon laquelle nous devons construire notre système de défense. Je vous donne quelques chiffres. Le budget de la défense des États-Unis, c'est 990 milliards de dollars. Le budget du Brésil, le budget de la défense du Brésil, il est de 20 milliards de dollars. Si nous descendons en Afrique, l'armée la plus puissante, c'est l'Égypte. Il a un budget d'à peu près 6 milliards. L'Égypte est suivie du Nigeria et de l'Afrique du Sud qui ont un budget à peu près de 3 milliards l'an. Alors, moi je crois que si aujourd'hui on ne peut plus attaquer l'Égypte, on ne peut plus attaquer le Brésil, on ne peut plus attaquer les États-Unis, on ne peut plus attaquer l'Afrique du Sud, c'est parce qu'ils ont construit le système de défense. Et qui dit système de défense dit à la fois l'armée, dit à la fois la police, dit à la fois les services de sécurité, dit à la fois la construction de la territoriale. Et donc moi je considère que le premier élément pour la RDC, c'est de construire son armée. Et je suis heureux que sous le mandat du président de la République, eh bien, il a été voté une loi de programmation militaire qui préaffecte déjà 1 milliard de dollars au niveau de nos forces armées. C'est déjà un pas. Nous savons qu'1 milliard de dollars ne suffisent pas pour que nous puissions construire une armée. Mais si on se projette sur les 5 ans, sur les 10 ans, et que l'on considère que sur les 10 ans, on aura affecté 10 milliards de dollars dans notre armée, ça va être un pilier important pour que finalement la guerre cesse dans cette partie est de la RDC et sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, les armées, toute l'Europe, qui a la dimension de la RDC, a 1 200 000 militaires. Mais la RDC n'a même pas les dixièmes de ces militaires, alors que nous avons la même superficie. Et l'Europe occidentale n'est pas en guerre, mais elle a quand même 1 200 000 militaires. Et nous qui sommes en guerre, nous sommes à moins de 10% des effectifs de l'Europe occidentale. Donc c'est un contraste
Tous ces éléments, je les évoque pour montrer combien la RDC doit comprendre que, eh bien, la construction de son système de défense passe pas pour une priorité et le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, l'a compris lorsqu'il a fait une évaluation sans tabou de son armée. Vous l'avez suivi dans toutes les tribunes. Eh bien, il a compris que le chemin passe par la construction du système de défense pour désormais ne pas nous faire attaquer ça et là par des forces d'agression. Alors, 100 milliards de dollars pour la RDC, c'est peu, mais c'est bon pour commencer. Parce que je suis partisan aussi d'une phrase célèbre que j'évoque souvent de Yankelevitch. Pour commencer, il faut commencer. Et il ne faut pas attendre pour commencer. Il ne faut pas qu'on attende que quelqu'un vous dise de commencer. Pour commencer, il faut commencer. Et donc, 100 milliards de dollars américains pour moi, c'est déjà un pas si on les mobilisait. Mais dans quel secteur on peut les affecter? Les premiers secteurs, je les citais déjà avec la première intervention de tout à l'heure, c'est le secteur de la défense nationale. Parce que si le Brésil a un budget de 20 milliards, si l'Égypte a un budget de 6-7 milliards, si l'Afrique du Sud ou le Nigeria ont des budgets de 3 milliards à peu près, eh bien, la RDC peut déjà affecter par an autour de 2 à 3 milliards sur la construction de son système de défense. C'est déjà beaucoup. Ça, c'est le premier pilier. Lorsque vous voyez maintenant le deuxième pilier de la RDC, là où on doit affecter une partie importante de ces 5 milliards, ce sont les infrastructures. Quand vous examinez la trajectoire de la Chine, comment la Chine s'est développée, eh bien la Chine a commencé par construire les infrastructures. Aujourd'hui, toute la Chine est reliée du nord à l'est, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et la RDC a 58 000 km de routes à construire. Alors, si vous devez prendre le plan directeur d'industrialisation, que le gouvernement a adopté dans le Conseil des ministres en 2021, ce plan directeur d'industrialisation est chiffré à 58 milliards, mais parmi lesquels il y a des infrastructures. Alors, moi je considère que les infrastructures sont un deuxième palier très important pour interconnecter la RDC. La RDC, c'est 2 millions de kilomètres carrés, c'est 26 provinces, mais lorsque vous examinez les provinces, elles ne sont pas interconnectées. Et donc les 58 000 kilomètres carrés vont permettre d'interconnecter l'ensemble des 26 provinces, mais également les 145 territoires, et ainsi permettre une fluidité des mouvements des populations et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Le troisième pilier, à part les infrastructures routières, c'est des infrastructures énergétiques. Rien que INGA, pour que nous puissions construire INGA, les études du consortium sino-espagnol nous ont donné un budget de 13,9 milliards. C'est presque 14 milliards. Mais dans le plan d'industrialisation, nous sommes allés à 20 milliards. Là, c'est sans mettre effectivement les transports de l'électricité vers la RDC, vers la zone minière, vers l'Angola qui en est demandeur, vers l'Afrique du Sud qui en est également demandeur. J'étais à l'époque ministre de l'Industrie, j'ai participé à un sommet en Afrique du Sud où l'Afrique du Sud a une demande de 5000 MW. Alors que nous, ici à Inga, on peut déjà produire autour de 21 000 MW dans la première phase avant de passer à 44 000 MW vers la phase finale. Mais l'ensemble du potentiel énergétique de la RDC est de 100 000 MW. Et donc, si on peut mettre suffisamment de moyens dans le secteur de l'énergie, on va passer au troisième pilier, au quatrième pilier, qui est l'agriculture. Parce que l'agriculture ne va pas seulement être faite de la mécanisation agricole, mais également de la transformation des produits agricoles, pour que nous leur donnions une valeur ajoutée et permettre effectivement que ces produits soient vendus sur l'ensemble du territoire national, mais également sur l'ensemble de toute l'Afrique, surtout que nous pilotons aussi la zone de libre-échange continentale africaine. D'ici là, les produits vont commencer à circuler sur l'ensemble de l'Afrique. Alors un pays qui ne va pas être dans la production va être le déversoir des produits venant d'autres pays africains. Et donc la RDC doit affecter suffisamment de moyens dans l'agriculture pour la mécanisation de l'agriculture, mais également pour la construction des dépôts et des entrepôts et des silos qui doivent nous aider à conserver nos productions agricoles de manière à ce que sur 2 ou 3 ans, 4 ans ou 5 ans, on peut conserver nos produits et les écouler sur le marché aussi bien intérieur qu'international. Alors, en dehors de l'agriculture, de l'énergie, il y a l'éducation et la santé. Quand vous évaluez la manière dont on fait des dépenses
en matière de santé, si vous voyez la cohorte des gens qui vont en Europe chaque année, c'est des milliards de dollars, effectivement, qui sortent de la RDC vers l'Europe. Et donc, là aussi, sur les 100 milliards, on peut choisir des espaces géographiques de la RDC où on construit une dizaine d'hôpitaux ultra modernes pour freiner, effectivement, l'exode, si on peut l'appeler ainsi, de nos patients vers l'extérieur et les maintenir à l'intérieur du pays pour que ces fonds restent. Et un hôpital moderne, s'il faut le construire, c'est peut-être 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, s'il est suffisamment équipé. Donc si on construit 5 à 10 hôpitaux à l'intérieur du territoire national, nous sommes peut-être à 2 ou 3 milliards de dollars. Et au niveau de l'éducation, eh bien c'est la même chose, la fuite des cerveaux. Tout le monde va à MIT, à Massachusetts University, à Boston, tout le monde va à Harvard, tout le monde va en Europe, c'est pas Paris 1, Paris 5, Paris ceci, tout le monde va à Sorbonne, tout le monde. Mais maintenant, le secteur de l'éducation aussi doit capter un certain nombre de ces 100 milliards de dollars pour construire des grandes écoles de haute technologie eh bien, à l'intérieur du pays. Et c'est la raison pour laquelle moi je me dis, ces 100 milliards de dollars, c'est à la fois peu pour commencer, mais c'est déjà un pas qui peut nous permettre de pouvoir injecter les moyens nécessaires. Alors la question finale par rapport à ces 5 milliards, c'est de savoir, mais comment on les mobilise? Pour moi, c'est simple. Nous avons des ressources minières qui équivalent à 24 000 milliards de dollars. Ce sont les recherches récentes qui nous ont démontré que la valeur de nos ressources naturelles est estimée à 24 000 milliards de dollars. Donc, il suffit de faire une cartographie de nos ressources. On fait une opération de télédétection de tout ce que nous avons comme cobalt, comme zinc, comme cuivre, comme lithium, comme coltan à l'est, comme or, comme pyrochlore, comme tous ces minéraux rares que nous avons en RDC. On fait une évaluation et on les met en bourse. La bourse de Shanghai, la bourse du Canada, la bourse de Londres, la bourse de Paris. Et on dit, nous avons 24 000 milliards, mais on a besoin seulement de 100 milliards. Mais qui va ne pas nous donner ça? C'est tout de suite. On mobilise 1000 milliards. Et les 1000 milliards, on les affecte dans les secteurs prioritaires tels que je viens de les citer. Et la RDC, dans 10 ans, elle devient une puissance mondiale. Ça, c'est ma conviction. Alors, Expo Béton est en train vraiment de rêver une RDC qui sera grande d'ici 10 ans. Et c'est la raison pour laquelle moi je remercie cette grande initiative de devoir parler de 100 milliards pour lancer déjà le développement de la RDC. Et j'ai pu démontrer comment on peut les affecter, comment on peut lever ces fonds, quels sont les secteurs prioritaires et comment on peut y aller. Et je crois que c'est possible avec des hommes de bonne volonté qui sont devenus des Congolais aujourd'hui, qui finalement ont compris que d'autres pays ont fait cela et que nous, on peut aussi le faire. Quand j'arrive dans tous les pays du monde que j'ai sillonné, où on m'a envoyé vendre l'image de la RDC, je me dis, mais ces gens ici sont comme nous. Pourquoi nous, on ne peut pas aussi faire ça? Je passe sur de belles routes, je loge dans de bons hôtels, je suis dans un environnement où tout est sain. Mais je me dis, mais ce sont des hommes, ce ne sont pas des extraterrestres. Et donc c'est possible, nous aussi, comme Congolais, de copier les modèles qui ont réussi ailleurs, de les adapter aux réalités congolaises et de tracer notre propre trajectoire. C'est une obligation pour le ministère du Commerce extérieur d'être présent à l'Expo Béton, la 10e édition, que je salue, parce que j'ai suivi l'honorable Manissa depuis tout ce temps, qui est un collègue avec qui nous avons travaillé lorsque j'étais gouverneur, qui est un collègue élu aussi, parce que je suis aussi un élu, et qui est en train en fait, de marquer l'histoire par l'organisation des éditions d'Expo Béton pour démontrer en fait comment la RDC peut aborder son schéma de développement. J'ai participé à beaucoup d'éditions, que ce soit dans l'espace Katanga, que ce soit au Congo central, où on a parlé du corridor que je n'ai même pas évoqué ici dans les infrastructures. Pour devoir affecter une partie de ces 100 milliards, il suffit de voir des bananes à Sakania
vous tracez un corridor routier et ferroviaire pour relier Banana à Sakania, eh bien, ça va nous permettre d'évacuer même nos produits miniers vers les ports de Banana qui est en construction. Et on aura des voies d'évacuation, à savoir les corridors de Lobito, mais également les corridors Sakania à Banana. Ça fait 2500 km. Si on construit à la fois les chemins de fer et la route, ça absorbe à peu près 5 à 8 milliards de dollars. Et donc, moi, je remercie bien Expo Béton et je confirme la participation du ministère du Commerce extérieur parce que nous avons aussi en charge l'organisation des expositions, et bien à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et donc, on ne peut que soutenir une telle initiative dont l'ambition est de démontrer à la face du monde que la RDC n'est pas qu'un pays de guerre, mais la RDC regorge des intelligences qui peuvent se mettre ensemble pour tracer la trajectoire de son développement. C'est moi qui vous remercie. Du 8 au 11 octobre, la 10e édition d'Expo Béton. Venez nombreux dans ce beau site du Centre culturel pour l'Afrique centrale qui va accueillir des éminentes personnes, des experts, et ensemble pouvoir discuter, pouvoir partager et donner des recommandations qu'il faut et c'est l'approprier. Bienvenue donc à la 10e édition d'Expo Béton 2025.